Bonjour à toutes et tous. Je suis Laura Slimani, directrice des projets de la Fondation des femmes, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence donc organisée par Expertise France, filiale de l'Agence française pour le développement, ici dans la Cité Audacieuse. Donc je vous dis d'abord un petit mot de la Cité Audacieuse, ce lieu dans lequel on est réunis ici, puisqu'il est particulier. C'est un projet de la Fondation des femmes qui est né il y a 5 ans, en plein Covid, en mars 2020, pour créer un lieu de rayonnement et de rassemblement des féministes et des associations et des actrices de l'égalité entre les femmes et les hommes en France et en particulier en Île-de-France. C'est un lieu qui rassemble aujourd'hui les bureaux de 37 associations féministes qui sont toutes dédiées entièrement à l'égalité entre les femmes et les hommes et qui accueille plus de 300 événements toute l'année, en journée, en soirée, en matinée, autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est des événements qui sont accessibles à toutes et tous. Et vraiment, l'objectif de ce lieu, c'est de faire rayonner l'enjeu, l'un des enjeux, enfin les enjeux pour lesquels on est aussi réunis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est vraiment ravis d'accueillir l'Agence française pour le développement aujourd'hui à travers voilà, ce combat qui nous réunit. Vous dire aussi un petit mot de la Fondation des femmes. La Fondation des femmes, c'est la seule fondation reconnue d'utilité publique en France, entièrement dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons 10 ans cette année, c'est notre anniversaire. Et depuis 10 ans, nous avons reversé 20 millions d'euros à plus de 600 projets en France. Donc uniquement en France, notre mandat est pour le moment uniquement français, autour donc de la lutte contre les violences, de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour rassembler toutes les énergies et tous les moyens financiers, mais aussi matériels et juridiques, et y compris des lieux comme ceux-ci, au service de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et évidemment, les choses avancent, mais elles n'avancent pas suffisamment vite. Et par ailleurs, on nous oppose aussi un certain nombre de résistances en France, mais aussi partout dans le monde, aux droits des femmes qui, effectivement, progressent parfois, mais qui font aussi face à une résistance qui se fait de plus en plus virulente. Et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne qui s'appelle Inarrêtable, il y a quelques jours à l'occasion du 8 mars. Inarrêtable parce que les femmes sont inarrêtables quand il s'agit d'accéder à leurs droits, quand il s'agit d'accéder à la liberté, quand il s'agit d'accéder aux mêmes droits que les hommes. Et elles nous en montrent l'exemple partout dans le monde. Je pense évidemment aujourd'hui aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes qui ont montré la voie en mettant toute leur vie en danger pour l'égalité, pour la dignité, pour la reconnaissance de leur dignité. Et c'est évidemment des combats qui nous inspirent beaucoup à la Fondation des femmes. Alors face à ce vent mauvais qui souffle, y compris en France et dans des pays riches, face à ce backlash, nous voulions affirmer que nous sommes inarrêtables grâce aux dons et à toutes les personnes et entreprises aussi qui nous soutiennent et donc qui nous permettent de soutenir à notre tour le tissu associatif parce qu'on a besoin d'un tissu associatif et d'une société civile forte pour garantir la démocratie et en particulier la place des femmes dans celle-ci. Et je sais qu'en ce sens, nous œuvrons avec une même philosophie finalement pour renforcer les droits fondamentaux dans notre pays et comme vous le faites partout dans le monde. Et je voulais juste dire un mot effectivement aussi aujourd'hui autour du numérique et de comment justement le numérique a une place particulière dans ce climat autour des droits des femmes aujourd'hui parce que l'espace numérique, ça a été et c'est encore un formidable espace d'émancipation, de construction de collectifs, de construction de solidarité et de sororité depuis notamment le mouvement MeToo qui a donné à des cas qui pouvaient paraître individuels une résonance mondiale, systémique et donc une compréhension aussi globale de cet enjeu et de la nécessité de s'organiser aussi globalement pour y répondre. Et en même temps, aujourd'hui, le monde numérique, c'est un monde qui est profondément traversé et travaillé par ces résistances, que sont celles de violences qui s'exercent sur les réseaux sociaux, notamment avec des créatrices de contenu, des militantes pour qui le numérique est parfois le seul endroit où elles peuvent être libres, mais qui font face à un backlash et à une forme de punition et qui parfois sont même contraintes de quitter ces réseaux sociaux pour leur santé mentale et aussi parfois physique. Et puis on assiste aussi
ces dernières années, notamment à des algorithmes, à des logiques portées par des grands groupes aussi, qui visent à minimiser les messages féministes et à invisibiliser les droits des femmes, qui sont aujourd'hui considérés, par exemple, par Meta comme politiques. Et donc, il faut savoir que la Fondation des femmes, aujourd'hui, voit sa campagne inarrêtable, qui marche très bien pourtant sur les réseaux sociaux, empêchée d'être sponsorisée. On n'a plus pas le droit d'acheter de l'espace commercial parce que c'est considéré comme un contenu politique. Donc, Meta, aujourd'hui, nous empêche de lever des fonds pour les droits des femmes. Et c'est pour ça que nous avons communiqué la semaine dernière sur le fait que nous avons mis en demeure Meta pour que ces contenus soient autorisés à être diffusés largement sur la plateforme. Et nous allons donc tirer toutes les conséquences qui s'en suivront si Meta ne réagit pas à cette mise en demeure. C'est dommage d'en arriver là, mais pour nous, c'est essentiel en tant que fondation qui représente les droits des femmes en France de prendre ce combat à bras le corps parce qu'il nous semble essentiel pour notre avenir que les géants du numérique d'aujourd'hui prennent aussi leurs responsabilités sur ce sujet et permettent à tous les contenus et à tout le débat d'avoir lieu et surtout permettent à toutes les femmes qui les utilisent de continuer de bénéficier et de pouvoir utiliser ces espaces comme des espaces d'émancipation pour toutes et tous. Et donc, je suis ravie aujourd'hui que nous puissions accueillir cette conférence qui, je crois, va traiter de ces sujets bien mieux que moi avec des expertes extrêmement éminentes. Et je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France, que je remercie également d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Laura Slimani de nous accueillir. Merci à la Fondation des femmes dans cette belle cité audacieuse. Fondation des femmes qui nous est chère. Nous avions même une collègue récemment d'Expertise France au sein de la Fondation des femmes. Et puis on partage, vous avez fêté vos 10 ans, on a fêté nous aussi nos 10 ans il n'y a pas si longtemps. Donc on a un bout d'histoire commune. Le sujet qu'on traite aujourd'hui, il est absolument majeur. Et pourquoi une agence de coopération internationale comme Expertise France s'intéresse à ce sujet? D'abord parce que les sujets des violences faites aux femmes dans l'espace numérique est un sujet international. C'est un sujet international que l'on voit partout. Quand on parle de cyberharcèlement, quand on parle de diffusion non consentie d'images intimes, quand on parle d'usurpation d'identité, eh bien, on se rend compte que c'est un phénomène très largement généralisé. Il y a eu une étude de plan international dans 22 pays et qui montre que près de 60% des femmes de 15 à 25 ans ont subi des abus de harcèlement en ligne. Et dans certaines régions, on y reviendra, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, on a même un certain nombre de femmes qui occupent des fonctions publiques qui ont décidé de limiter leur propre activité en ligne par crainte d'abus. Et on sait que les deepfakes se concentrent très très majoritairement d'abord sur la production de contenu pornographique et très très largement malheureusement mettant en scène des femmes. Donc on voit ce sujet qui est par ailleurs qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme problème par les Nations Unies en 2022, mais qui se heurte aussi à des mouvements contradictoires, on l'a dit, une complexité des réseaux sociaux à modérer leur propre contenu.
La montée en puissance de mouvements anti-droit, qui est quand même une source d'inquiétude, la production aussi, la prolifération de contenus plus masculinistes, et puis une société civile et une société féministe que nous soutenons dans nos pays d'intervention, mais qui fait aussi face à des restrictions budgétaires, qui fait face à un certain nombre de mesures qui viennent limiter l'activité des organisations féministes dans le monde. Donc c'est dans ce contexte particulier qui nous a semblé extrêmement important de discuter aujourd'hui et d'avoir un échange entre spécialistes du sujet de ces cyberviolences et de genre. C'est particulièrement important pour une agence comme Expertise France, qui, au sein du groupe AFD, s'inclut d'abord dans une trajectoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui est très forte. On a un objectif interne de faire en sorte que les 3/4 de nos projets traitent de cette thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, objectif que nous remplissons année après année. Nous étions à 81% l'an passé. Et puis on s'inscrit évidemment dans la stratégie internationale de la France pour une diplomatie féministe et évidemment dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Notre approche, on y reviendra, elle se base sur la prévention, elle se base sur la protection, elle se base sur une logique adaptée au contexte fragile, au contexte de crise dans lesquels on peut être présent pour essayer de prévenir les violences, de transformer les normes sociales, de lutter contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit, qui est la base même qui nous permet d'atteindre cet objectif, et puis de promouvoir la participation des femmes dans les processus sociaux. Donc on voit bien que c'est une approche qui est très multidimensionnelle. Il faut qu'on travaille avec la justice, il faut qu'on travaille avec la société civile, il faut qu'on travaille avec les ministères sociaux, il faut qu'on travaille avec un tas d'acteurs sur ces sujets. Et particulièrement dans le champ de la cyberviolence, évidemment, on sait que pour lutter contre les cyberviolences de genre, pour garantir un accès équitable aussi aux technologies pour les femmes et les filles, corriger les biais d'un certain nombre d'algorithmes qui peuvent exister. On a aussi besoin de travailler avec les institutions en charge de ces sujets et le secteur privé aussi. Donc c'est tout cet objectif que nous souhaitons poursuivre. C'est dans ce cadre-là que, dans le cadre de la Gender Week cette semaine, on a tenu à organiser les 2 tables rondes que nous allons tenir très prochainement. Elles s'inscrivent aussi dans une action de projet qu'Expertise France mène. Nous, dans le cadre du laboratoire pour les droits des femmes en ligne, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Expertise France soutient un certain nombre d'organisations de la société civile dans le monde. Je pense en particulier à l'association palestinienne Ibidkar, qui a permis d'organiser près d'une 40aine d'ateliers, 200 participants, avec une application utilisant l'intelligence artificielle pour détecter et signaler les violences. On aura tout à l'heure le témoignage de Soulaïma Ramadan sur ce sujet-là. Je pense aussi à notre projet Women Leadership in Public ICT Sector, que nous allons lancer avec l'Union européenne et l'Agence française de développement, notre maison mère, qui justement vise à améliorer les capacités numériques et citoyennes des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest pour faire en sorte d'essayer de prévenir les violences numériques dans cette zone. Donc on est convaincu à Expertise France que cette lutte contre les violences basées sur le genre, elle doit s'intégrer pleinement, intégrer cette dimension numérique qui effectivement est plutôt, qui peut être positif pour les mouvements féministes, mais on voit toutes les difficultés auxquelles doivent faire face les filles et les femmes dans ce cadre-là.
Et donc avec les 2 tables rondes qui vont nous animer cet après-midi. Une première sur les menaces globales et les réponses transnationales qui peuvent y être apportées. Et puis une deuxième table ronde sur le digital comme outil de lutte contre ces violences basées sur le genre. Donc face à ces violences transnationales, seule une réponse collective, une réponse internationale peut être efficace, et elle doit associer les gouvernements, la société civile, les plateformes, les institutions internationales pour arriver à construire un espace numérique sûr pour les femmes et les filles, et on le souhaite tous. Merci beaucoup. Hop, je prends la place. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Mathilde Saliou, journaliste et autrice de Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Et c'est moi qui vais modérer les 2 tables rondes qui viennent de vous être présentées. La première étant donc, excusez-moi, j'ai trop de documents sous les yeux, menace globale, réponse transnationale, pour une coopération transnationale sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Juste avant d'appeler mes invités, je voudrais préciser aux personnes qui sont dans la salle que si vous voulez de la traduction lorsque nous aurons des intervenants qui parlent anglais, vous pouvez aller prendre des caisses de traduction, et la traduction en française est sur le canal 1. Voilà pour le petit détail d'introduction. Sinon, tout de suite, j'appelle Iman Karzabi du Centre Hubertine Auclert et Laurence Péco-Rivolier de l'ARCOM à me rejoindre ici. En ligne, nous avons avec nous Ousseynou Gueye, cofondateur de l'association Polaris Asso depuis Dakar, et Eva Villarreal Pascual de la Commission interaméricaine des femmes qui nous répondra depuis Barcelone. Et donc, pour commencer, si vous l'acceptez toutes et tous, je voudrais qu'on dresse un constat de la menace dont on parle. Si je donne un premier chiffre d'actualité, puisque Grok a défrayé la chronique cet hiver en permettant de faire énormément de deepfakes pornographiques. Pardon, je m'assois. Je rappelle que sur la diffusion de contenus non consensuels manipulés par IA, l'immense majorité, 98% selon les chiffres de Security Heroes, sont à caractère pornographique. Et sur cette production-là, 99% concernent des femmes, très rarement avec leur consentement. Donc l'explosion de l'IA, grand progrès technologique, ça a aussi un impact très direct sur toutes les questions de genre que vous connaissez a priori certainement bien. Ça les recompose aussi. On va en reparler avec vous. Et un autre axe que je voudrais donner dès l'introduction aussi, c'est souligner que l'industrie qui fabrique ces outils, elle-même, elle est traversée de dynamiques de genre. Si on regarde comment elle est composée, en tout cas dans les pays occidentaux, pour les 3/4, c'est des hommes qui la constituent. Quand on regarde qui met les mains dans le code, dans le développement des outils qu'on utilise au quotidien, on tombe même à encore moins de femmes actrices. Elles sont plutôt 17-18% de développeuses parmi tous les développeurs en Europe et aux États-Unis. Bref, voilà pour des petits éléments d'introduction. Mais en fait, assez vite, je vais me tourner vers Iman Karzabi, qui donc travaille avec le Centre Hubertine Auclert en Ile-de-France et qui a mené pas mal d'enquêtes, pas mal de travaux sur à quoi ressemblent très concrètement les violences de genre facilitées par le numérique. Est-ce que tu pourrais nous dresser un tableau de ce que vous constatez, s'il te plaît ? Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. C'est très important de pouvoir réfléchir collectivement à ces sujets. Donc effectivement, pour me présenter, je suis responsable de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, qui fait partie du Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. On est une association, il y a un statut particulier, on est un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France. Et nous avons été créés il y a 15 ans pour pouvoir accompagner justement toute structure qui porte un projet sur ces sujets et aussi produire de la connaissance, produire de l'expertise pour mieux comprendre les phénomènes des violences sexistes et sexuelles pour, in fine, mieux protéger les victimes et aussi outiller, renforcer les professionnels qui les accompagnent.
Alors, comment on travaille? Donc, effectivement, le Centre Hubertine-Auclair, quand on produit des études et des rapports, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le terrain, justement, dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et c'est comme ça que les professionnels sont venus vers le Centre Hubertine-Auclair pour nous signaler, par exemple, la question des logiciels espions dans le cadre des violences au sein du couple. Et donc, effectivement, tout en soulignant que sur ces sujets, les professionnels se sentaient totalement démunis sur comment accompagner, quels sont justement. Déjà, on sait très bien que dans le cadre des violences au sein du couple, il y a toujours le risque de féminicide, mais comment, du coup, on intègre également ces nouveaux risques liés au volet cyber, et donc, effectivement, qui peut se traduire à travers voilà, l'utilisation des logiciels espions, à travers l'utilisation de nouvelles technologies, comme par exemple la création des deepfakes à caractère sexuel et la diffusion, donc le fait d'avoir une image de la victime, de pouvoir effectivement à partir de cette image-là produire des images ou des vidéos à caractère sexuel et de les diffuser très largement dans l'entourage des victimes, professionnels, proches. Donc effectivement, ces enjeux-là se posent de manière extrêmement urgente dans le cadre de l'accompagnement des victimes, de la protection des victimes. Et donc l'objectif, c'est de partir justement de ces constats, voir comment on peut objectiver à travers des études et des analyses, et puis par la suite, voir comment on peut faire des préconisations pour améliorer la loi, pour améliorer aussi les dispositifs de protection et aussi outiller les professionnels. C'est notre cadre effectivement voilà, général d'action. Et pour répondre à la question sur les données, donc effectivement, en travaillant depuis voilà, plus de 10 ans sur le sujet, on a donc l'objectif aussi, c'était de montrer cette spécificité genrée des cyberviolences et comment justement les violences, les cyberviolences vont servir pour attaquer les femmes qui prennent la parole, pour justement les exclure de ces paroles. Et en fait, on s'est dit que quand on parle des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel, ça recouvre des situations extrêmement différentes. Donc ça peut être par exemple effectivement dans la sphère publique, d'expression publique, ça peut être également dans la sphère privée avec les cyberviolences au sein du couple que j'ai évoqué. Et justement dans le cadre de notre étude sur les cyberviolences au sein du couple, l'un des principaux constats est que 9 victimes de violences conjugales déclarent des cyberviolences. Donc aujourd'hui... 9 sur 10. Il manquait juste le sur 10. Sur 10, exactement, 9 sur 10, merci beaucoup. 9 sur 10. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les cyberviolences vont faire partie intégrante des violences au sein du couple. Elles vont être intrinsèques aux violences au sein du couple. Avant de conduire cette enquête, cette étude, on se disait que peut-être effectivement c'est plutôt utilisé comme un moyen post-séparation pour continuer par l'agresseur, pour continuer à avoir l'emprise et la domination sur la victime. Mais à travers cette étude, on s'est rendu compte que c'est tout au long, en fait, ça fait partie intégrante des violences psychologiques, avec le nombre de messages très importants envoyés à la victime, également, du coup, justement, le question d'utilisation, par exemple, de la domotique. Donc, pour vous donner un exemple très concret, utilisation de la climatisation pour faire soit très chaud, une température soit très chaude ou très froide à la maison. Et ça fait partie aussi de ces utilisations des technologies par les agresseurs pour commettre des violences à destination des victimes. Et la dernière étude toute récente que nous avons réalisée, elle s'intéresse aux jeunes, au milieu scolaire, au collège et au lycée, et comment justement voilà, le constat sur les cyberviolences. Et peut-être quelques éléments clés de cette étude, parce que c'est important quand on parle du cyber, c'est important de faire du lien aussi avec le continuum entre le cyber et les établissements scolaires. Donc le cyber et le non-cyber, c'est-à-dire que les violences sont imbriquées, il n'y a pas la séparation entre les espaces. Et aussi, peut-être le deuxième message, c'est qu'on a travaillé sur les violences sexistes et LGBT-phobes. Et donc, c'était important de faire du lien entre ces violences qui se basent sur les mêmes mécanismes, sur les mêmes normes sociales, sur les mêmes fondements. Et donc, effectivement, on voit que les filles vont être les premières victimes des cyberviolences de genre. Et effectivement, pour les filles, par exemple lesbiennes, elles vont être 2 fois plus victimes des cyberviolences sexuelles. Donc il y a une dimension intersectionnelle qui est effectivement assez importante à suivre. Laurence Pecorivoli, avec l'ARCOM, récemment, vous avez sorti plusieurs études plutôt sur les cyberviolences dans l'espace public. Donc je sais que vous avez notamment travaillé sur ce qui s'était passé autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais je pose tout de suite la question en même temps. Est-ce qu'en ce moment, vu qu'on est dans une période de municipale, il y a peut-être des éléments particuliers qui vous remontent aussi ? Enfin bref, est-ce que vous pouvez aussi nous donner un peu une image de
Quand on se tourne vers ce qui se passe dans l'espace public, qu'est-ce que l'ARCOM constate en termes de cyberviolence de genre? Merci. Alors effectivement, très directement, ce que les études montrent sur la manière dont il peut y avoir des cyberviolences, c'est que les cyberviolences, malheureusement, existent à l'égard de tout le monde et qu'il y a comme un espèce de sentiment qu'à partir du moment où quelqu'un est connu, ça autorise à lui dire ce qu'on a envie de lui dire et qu'on n'oserait jamais lui dire si on l'avait en face. Et donc, c'est vrai pour tout un tas de personnes connues, c'est vrai pour les athlètes, c'est vrai pour les candidats aux émissions de télé-réalité qui sont l'objet mais de cyberharcèlement qu'on n'imagine pas et qui tournent autour de leur genre, qui tournent autour de leur origine, qui tournent autour de leur identité sexuelle. Donc, on se rend compte, et on a fait un certain nombre d'études qualitatives auprès des gens, qu'un certain nombre disent, mais sans difficulté, à partir du moment où cette personne est connue, elle doit bien s'attendre à recevoir un certain nombre de critiques et d'injures. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que quand on est connu, on devient exposé, et on ne le souhaite pas forcément dans ce sens-là, et ça touche évidemment en particulier les personnes politiques qui ont en ce moment la cote pour ce qui est de recevoir un certain nombre de haines en ligne. Les hommes et les femmes, pareil. En tout cas, en politique, il y a une vraie égalité de ce côté-là. Mais là où c'est pas du tout égal, c'est dans le type de commentaires qu'ils reçoivent, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est exactement la même chose d'ailleurs si on regarde les athlètes et si on regarde les politiques. Quand c'est des hommes, on va les insulter à propos de leur action, on va critiquer leur action, on va critiquer la manière dont ils se sont conduits, voire leur expression, les propos qu'ils ont tenus, alors que les femmes, il s'écoule 3 messages et on passe au physique. C'est absolument incroyable, ça n'a absolument aucun lien avec le message éventuellement de départ qui s'attaque à telle ou telle femme politique ou à tel athlète, et ça dérive tout de suite vers des critiques sur son physique, comme si le message de départ était totalement ignoré et qu'on allait sur l'image immédiatement. Donc ça, c'est la première chose qui nous a interpellés, c'est qu'en fait, le cyberharcèlement, il est genré. Il est genré dans la haine qu'on adresse aux personnes. La deuxième chose qui nous a intéressés, c'était de voir si, au-delà de ce qui concerne les personnes publiques, les femmes étaient plus victimes de ce type de harcèlement, et surtout si ce dont on parle actuellement beaucoup, c'est-à-dire le développement du sexisme en ligne, qui va de propos de préjugés sexistes jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements masculinistes, était une réalité et qu'on pouvait la quantifier et la vérifier. Et c'est l'objet donc de la dernière étude qu'on a réalisée, qui a été assez frappante malheureusement, puisque en 3 mois, on a pu travailler sur 70 000 contenus au départ, et on en a retenu 20 000 qui nous paraissaient vraiment identifiables comme sexistes. Et là, on a vu effectivement l'émergence de phénomènes de rabaissement de la femme qui était vraiment voulu, manifeste, concerté, avec un développement d'un discours masculiniste basé sur la virilité, la testostérone, qui vraiment est très très récent et qui prend une ampleur assez inattendue. Est-ce que vous avez des exemples, je ne sais pas, peut-être de cas qui se sont retrouvés dans l'actualité, juste pour illustrer ce que vous venez de dire? Alors, vous pouvez aller voir dans le rapport, je n'oserai pas les citations. Okay. Elles sont compliquées pour moi, mais vous verrez, parce qu'il y en a un certain nombre dans le rapport. Ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment des discours qui sont tournés vers le fait que c'est vraiment, on a l'impression que c'est le balancier. Alors, on parlait de MeToo tout à l'heure, c'est le balancier MeToo. Ne nous laissons plus faire, ça suffit. Les femmes au foyer, les femmes sont inférieures, c'est naturel, redisons-le et mettons en avant notre virilité et notre capacité à nous, hommes, d'être plus forts, d'être plus hauts. Et peut-être qu'il faut l'expliquer tout de suite, je comptais le demander plus tard, mais faisons-le maintenant. Dans quelle mesure est-ce que l'ARCOM peut réagir sur ce type de discours? Je pose la question parce que vous êtes une autorité qui vous concentrez habituellement sur les médias traditionnels. Là, dès qu'on parle cyberharcèlement,
On s'intéresse beaucoup à la manière dont tout ça circule sur des médias sociaux principalement. Que peut l'ARCOM sur ce type de problématiques sur les réseaux sociaux? Oui, alors ça n'a échappé à personne que c'est quand même beaucoup plus compliqué, les plateformes en ligne, que les médias traditionnels qui sont implantés en France, éditorialisés, qui signent des conventions avec l'ARCOM pour avoir droit d'utiliser les fréquences, et des plateformes qui sont situées loin, qui gèrent des millions de contenus et qui mettent en avant le fait que ça n'est d'ailleurs pas elles qui peuvent vérifier les contenus, puisque justement c'est un espace de liberté, et que ce sont donc les citoyens qui mettent ces contenus. Pour arriver à faire de la régulation, on s'est situé au niveau européen. Et donc c'est l'Europe qui a sorti un règlement sur les services numériques qui a pour vocation que la régulation puisse se faire au niveau européen et ensuite se décliner dans chaque pays via un régulateur national qui en France donc est l'ARCOM. Mais cette régulation, elle ne peut pas du tout être comme pour les médias traditionnels, être saisie de plaintes sur des contenus, ça serait mais totalement impossible. Donc l'idée de la régulation, elle n'est pas simple. Elle consiste à dire, vous plateformes, vous n'êtes pas responsable des contenus individuels, mais vous êtes responsable du système que vous mettez en place et qui facilite un certain nombre de risques. Donc vous devez identifier les risques que vous créez et nous prouver qu'en face, vous mettez les moyens pour y remédier. C'est ce qu'on appelle les risques systémiques. Alors ça paraît très théorique, ça l'a été pendant une bonne année parce qu'il a fallu le temps que ça se mette en place. Aujourd'hui, c'est en train de devenir très concret. Donc au niveau des régulateurs nationaux, nous, on travaille à documenter les risques, à vérifier ce que les plateformes nous disent et lorsqu'on se rend compte que ça n'est pas assez, à remonter à la Commission européenne pour qu'il y ait des sanctions. La Commission européenne commence à prendre les premières sanctions. Nous-mêmes, nous sommes compétents pour les plateformes qui sont situées en France. Ce n'est pas celle qui pose le plus de problèmes. Mais on travaille. Donc quand on fait une étude, par exemple, pour identifier ces phénomènes, ça sert à la fois un peu à sensibiliser et puis à travailler, mais ça sert surtout à convoquer, nous, les plateformes, en leur disant, voilà ce qu'on constate, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Et si ce qu'elles nous répondent n'est pas à la hauteur, ce qui est en général le cas, à remonter les dossiers soit au régulateur compétent, soit à la commission pour qu'il puisse y avoir une procédure de sanction. C'est long, c'est contraignant. On n'est vraiment pas au bout de nos peines, mais on n'a pas d'autre solution parce que si chaque pays agit individuellement, en fait, on va se heurter à des murs qu'on n'arrivera pas du tout à faire bouger. Donc, pour nous-mêmes, c'est parfois assez difficile de travailler, d'avoir l'impression que parfois on est un peu dans le vide. On essaye d'y croire parce que sinon ce serait terrible. Et on a l'impression que là, ça commence à bouger. Pardon, je termine juste pour dire, parce qu'il faut modérer encore ce que je viens déjà de modérer. Ça marche avec certaines plateformes, pas avec toutes. Il y en a qui, depuis quelques mois, sont devenus complètement hors du giron des tentatives de régulation. On ne peut pas les nommer? Bon, si. Je pense que vous voyez bien celle à laquelle je pense, la plateforme X, qui, il y a encore 3 ans, comme les autres plateformes, avait un interlocuteur avec qui on pouvait travailler, qui, en tout cas, se disait prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'interlocuteurs avec qui dialoguer. On va revenir sur ces questions de comment travailler collectivement entre pays et avec les plateformes d'ici quelques minutes. Mais juste avant, je voudrais qu'on discute avec Ousseynou Gueye de Polaris Asso qui, depuis Dakar, travaille notamment à aider les femmes et les citoyens en fait en général, la jeunesse, à s'emparer des outils numériques. Et donc j'aimerais bien qu'il nous explique un peu le constat qu'il fait sur place à Dakar et dans les 5 pays. Bonjour Ousseynou. Dans les 5 pays dans lesquels vous travaillez, quel est le constat que vous faites et sur lequel vous travaillez justement? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je m'appelle Ousseynou Gueye. Je travaille depuis Dakar sur 5 pays de la région. Je travaille pour... mon association travaille à Dakar, au Mali, à Bamako, à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Cotonou, Bénin et à Banjul pour la Gambie. Et nous outillons les jeunes à se doter de compétences numériques citoyennes et donc travaillons aussi sur les questions de prévention numérique. Mon histoire avec la question de l'inclusion numérique des femmes ou des violences basées sur le genre facilitées par la technologie
remonte à 5 ans ou 6 ans, quand j'ai décidé de quitter Google, parce que moi j'étais basé à Paris, j'ai travaillé pendant 4 ans à Paris pour Google. Et en 2019, juste avant la Covid, j'ai décidé de rentrer dans mon pays d'origine pour lancer Polaris Asso. Et j'ai voulu recruter sur le premier poste dont j'avais besoin, qui était un poste d'infographe, une personne. Donc on a fait une fiche de poste tout tranquillement et naïvement qu'on a mis sur nos réseaux sociaux et on s'est rendu compte d'une grande catastrophe. C'est qu'on a reçu 300 CV et dans ces 300 CV, il y avait 297 CV d'hommes et 3 CV de femmes sur ce métier du numérique qui est l'infographie. Ça nous interpelle, ça nous choque, on dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dessus, on va creuser le sujet, on échange avec quelques femmes qui sont quand même dans le milieu pour se demander pourquoi on n'a pas reçu suffisamment de CV de femmes sur ce poste-là. On échange aussi avec des journalistes et là, on se rend compte que au-delà du fait que les femmes étaient celles qui bénéficiaient le moins des opportunités du numérique, on nous alerte, on nous dit que les femmes, dans la région en tout cas, les filles, les femmes, étaient en plus du fait qu'elles bénéficiaient le moins de ces opportunités-là, et elles étaient celles qui subissent le plus les dangers des nouvelles technologies, du numérique, du digital. On s'est dit qu'il était impossible de ne rien faire, de rester passif face à ce phénomène-là. On a lancé le programme Tech for She avec le soutien de nos partenaires, avec le soutien de l'État du Sénégal, qui vise non seulement à former des jeunes filles et des jeunes femmes à des compétences numériques. Rappelons-le, beaucoup de métiers de demain seront des métiers du numérique. Même des métiers classiques vont se transformer et vont suivre des mutations. Donc, si on ne forme pas les filles et les femmes sur ces métiers-là et sur ces compétences-là, cela veut dire que demain, elles auront de moins en moins de chances de s'insérer dans la société, dans l'économie, dans le monde de l'emploi. D'une part, et d'autre part, le programme Tech for She nous permettait de faire de la prévention, de faire des ateliers de sensibilisation, de faire de la recherche sur cette question-là, parce qu'en Afrique, il y a très peu de recherche finalement sur les violences numériques facilitées sur les violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Et la toute première recherche que nous avons eu à produire, qui est le premier document de référence dans mon pays, le Sénégal, sur la question du cyberharcèlement, c'est un livre blanc que nous, on a produit qui s'appelle « C'est pas de ta faute ». C'est un plaidoyer et c'est un document de recherche qui permet de lutter et de porter le plaidoyer sur la question du cyberharcèlement qui touche majoritairement les filles et les femmes, les jeunes dans mon pays. On l'a appelé « C'est pas de ma faute » parce que le retour de témoignages qu'on a eu de beaucoup de femmes victimes, c'est quand elles partent à la gendarmerie, à la police ou même juste dans leur famille, dans les structures éducatives sociales, à l'école, dans leur famille, et qu'elles dénonçaient ou qu'elles signalaient des faits de violence en ligne, ce qu'on leur disait le plus souvent, c'était « c'est de ta faute ». Si tu as été victime de violence en ligne, c'est de ta faute. Pourquoi tu t'es mis en ligne? Pourquoi tu t'es habillé de telle manière? Pourquoi tu as pris la parole sur des questions politiques ou sur des questions sociétales? Et nous, donc, on a voulu lancer un signal aux autorités, aux régulateurs, aux acteurs en écrivant ce livre blanc-là et en l'appelant « C'est pas de ta faute » qui est disponible sur notre site internet, sur les réseaux et auquel vous pouvez avoir accès facilement. Donc voilà un peu notre histoire sur cette question de violence basée sur le genre, facilitée par la technologie. Et depuis lors, dans tous les pays dans lesquels nous intervenons, on a contribué à former, grâce au soutien de nos partenaires, des milliers de femmes. Et on a contribué à faire avancer les pratiques nationales et locales sur ces questions-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'enchaîne tout de suite avec Eva Villarreal-Pascual qui, elle, nous parle depuis Barcelone, me semble-t-il, qui est spécialiste genre à la Commission interaméricaine des femmes. Quel est le constat que vous menez depuis cette commission? Et si je peux commencer déjà à aller un peu plus vers des pistes d'action ou de réaction, est-ce qu'il y a des pays qui auraient mis en place des manières de lutter contre ces enjeux de genre qui qui sont particulièrement inspirants, intéressants à connaître pour commencer, oui, à dessiner des pistes d'amélioration, de solutions à tous les problèmes qu'on évoque? Thank you.
you very much. First of all, thank you for inviting us. We've been working closely with Expertise France and through the Eurosocial program for years now, and thanks to the European Union. From the Americas and from the Technical Secretariat of the Belém do Pará Convention, which is the Inter-American Convention to prevent, punish, and eradicate violence against women, we've been seeing some examples, as you mentioned, with some initiatives in Mexico, for example, with the Ley Olimpia, known as Ley Olimpia. And we have a few other countries that are approaching regulation now through also a model law that we have from the mechanism approved and designed, and that was December 2025. Mexico, Colombia, now Uruguay, Bolivia, and a few more, Brazil, have all different initiatives that began with, only small changes in legislation, such as changing legislation on the dissemination of sexual images, of course, without consent. That was the beginning of the discussion, and that was maybe 8 years ago in Mexico. And from that initiative, we developed with these 33 countries that are part of the Belém do Pará Convention, some experts. We work with independent experts from each country and also with governments at the ministerial level. We work on this more comprehensive model law that tries to, and I'm listening to the colleagues that spoke before I did, that are trying again to regulate how women can occupy public spaces. So we just moved those public spaces to the internet sphere, to the digital sphere. So the thing is, again, we need to be scared or threatened by, excuse me, my internet isn't stable. Can you hear me clearly? We lost a few phrases, but yes. Pardon en français. No, I cannot listen to you, excuse me. J'essayais de résumer ce que vous disiez. Je pense que l'idée, c'était de dire la possibilité de parler que les femmes, dont les femmes bénéficient notamment hors ligne, doit aussi être transmise en ligne. Et a priori, pour l'instant, dans ce qu'on constate, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, vous essayez de corriger ça. Est-ce que c'est bien résumé? Yes, thank you. So what we did, excuse me, was designing a comprehensive model law. More than 600 people worked on that new comprehensive legislation, including civil society, which always in Latin America is the energy that pushes legislation forward. And that includes, of course, regulation for the platforms, because we know that we cannot do this without them. So they are responsible and accountable for what they do from the beginning, from the designing of the platforms. And we keep working with them because we know that the framework, the regulation is not enough, and we need to push forward to draft some guidelines. The initiative of Mexico now is to sign with the platforms agreements that we are going to try to export to other countries, because as we know, cooperation, international cooperation, as it works with trafficking for women, or when we talk about drugs, international regulation works. Why cannot we do that as well for that international crime that is the digital or technology facilitated violence against women?
Ok, merci beaucoup. Le temps passe très vite, donc je ne vais pas pouvoir faire plusieurs tours supplémentaires. Donc tout de suite néanmoins, car je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire. Est-ce que, pour vous donner un axe, vous pourriez nous dire les pistes d'amélioration qui vous sembleraient les plus importantes à promouvoir, sachant que ça va de toute manière être aussi l'objet de la table ronde suivante, mais enfin vous, chacun depuis vos points de vue, quelles sont les pistes essentielles sur lesquelles il vous semble nécessaire de travailler pour faciliter le fait que les femmes et les minorités puissent évoluer en ligne a priori dans la sérénité, dirons-nous, dans le respect en tout cas du projet démocratique dans lequel on vit a priori en France. Merci beaucoup. Alors, je me lance et je pense qu'il y a beaucoup de choses, justement, beaucoup de préconisations à faire. Je vais essayer de brève et je pense que la première chose, c'est justement l'accompagnement des victimes. C'est très important que les victimes aient une porte d'entrée d'aide qui va en fait permettre d'avoir un accompagnement sur tous les aspects. Parce que les victimes se trouvent dans une situation d'urgence, souvent de stress psychologique, voire de psychotrauma. Par exemple, quand on découvre des images de soi à caractère sexuel en ligne. Donc, il y a besoin d'une aide psychologique, il y a besoin d'une aide juridique, il y a besoin de faire des démarches auprès des plateformes. On l'a souligné tout à l'heure, on l'a évoqué. Aujourd'hui, les démarches sont extrêmement complexes. Déjà, il faut faire plusieurs démarches. C'est-à-dire que sur chaque plateforme, quand le contenu a été relayé, il faut faire des démarches spécifiques sur chaque plateforme. Il n'y a pas une démarche unique qui va s'adresser à toutes les plateformes. Et c'est ça la difficulté des victimes dans un état de stress de psychologique et de psychotraumatique, de pouvoir faire toutes ces démarches sur des plateformes différentes et les réponses des plateformes ne suivent pas toujours. Donc il y a en réalité un besoin d'avoir un service d'aide unique. Aujourd'hui, on a plusieurs associations féministes qui travaillent sur ces sujets, mais chacune du coup avec ce qu'elles peuvent faire, et donc c'est important de les renforcer pour proposer cette aide, une sorte de porte unique d'entrée sur tous les aspects. Juste là, on mentionne plusieurs associations féministes françaises ou on mentionne plusieurs associations à l'échelle peut-être européenne ou mondiale? Là, effectivement, j'ai évoqué le contexte français, mais je pense que dans chaque pays, c'est très important qu'un lien aujourd'hui avec le tissu féministe, avec du coup les associations qui œuvrent déjà, de pouvoir les renforcer également sur le volet cyber numérique pour qu'elles puissent proposer aussi un accompagnement spécialisé, parce qu'on voit aujourd'hui qu'elles ont, là tout à l'heure j'ai évoqué la question des logiciels espions, ça demande des compétences, en fait elles vont pas devenir elles les expertes numériques, mais elles doivent être renforcées sur ce volet, elles doivent pouvoir suivre des formations, pouvoir être aussi accompagnées par d'autres types d'expertise numérique. Donc c'est aussi clairement en fait derrière il y a la question des moyens qu'on donne aux associations pour pouvoir se renforcer sur ces sujets. C'est quelque chose de très important. Et peut-être, alors du coup je me tourne vers vous Laurence, qu'il y a des pistes aussi dans la coopération entre pays ou entre autorités de régulation, du coup si je pense à l'ARCOM, là, parce que là on citait déjà des pistes de coopération entre associations, peut-être qu'aussi il y a des travaux à faire avec le secteur privé, je ne sais pas dans quelle mesure l'ARCOM se prononcerait sur ce sujet. Il y a énormément de choses à faire, mais vraiment beaucoup. Alors si je dois choisir dans ce qui est vraiment important, je vais d'abord m'inscrire dans la continuité. Effectivement, cette question de la diffusion d'images sans consentement, en fait, elle pose un certain nombre de défis techniques, parce que l'idéal, ce serait qu'il y ait une base de données qui permette que quand une personne a été victime de l'utilisation de son image sans consentement, elle le dise, ça soit inscrit, et toutes les diffusions de cette même image, on puisse les faire enlever automatiquement sans qu'elle ait besoin de réintervenir sur toutes les plateformes. Mais ça pose toutes les questions de conservation des données, qui les conserve, et comment on préserve évidemment les droits individuels. C'est les mêmes questions qui nous ont été posées quand on a essayé de faire de la protection des mineurs avec les vérifications d'âge. C'est-à-dire qu'on voit bien vers quoi on veut arriver, mais il faut faire attention à ne pas faire pire que ce qu'on veut faire, et parfois la marge est compliquée. On n'a pas envie de donner aux plateformes finalement plus d'opportunités d'avoir des données personnelles qu'elles ne les ont actuellement. Pour poursuivre, vous parliez de la nécessité de travailler ensemble, c'est absolument fondamental. L'ARCOM a, de par la loi, un observatoire national de la haine en ligne, dans lequel travaillent ensemble des associations représentatives de chacun des domaines de haine en ligne. Les plateformes sont présentes et les autorités publiques, la justice, l'intérieur, etc. Donc on essaye de repérer les signaux d'alerte les plus importants et d'essayer de voir comment les récupérer. Et puis il y a la question des moyens, et la question des moyens pour nous, elle se situe à deux endroits.
La première chose, c'est qu'on a terriblement besoin des chercheurs. Je vous ai dit que les plateformes devaient identifier leurs risques et mettre les moyens en face, mais tout ça, il faut le checker. Et pour le checker, il faut avoir la capacité de le faire. Et donc ça, c'est les chercheurs qui ont un article 40 dans le règlement sur les services numériques qui leur permet d'être agréés par l'ARCOM et d'obtenir des plateformes toutes les données dont ils ont besoin, qu'elles refusent de leur donner pour pouvoir faire leur enquête. Mais pour ça, c'est un énorme travail, il faut constituer le dossier. Et l'autre secteur sur lequel il y a vraiment besoin de moyens, c'est notamment parmi le secteur associatif, ce qu'on appelle, nous, les signaleurs de confiance, qui sont en fait les intermédiaires entre citoyens et plateformes, qui sont là aussi des associations agréées par l'ARCOM et qui ont la possibilité de signaler les contenus illicites et d'obliger les plateformes soit à le retirer immédiatement, soit à justifier de pourquoi ils ne le retirent pas. Donc ça, c'est un mécanisme hyper efficace, sauf qu'on demande aux associations de jouer ce rôle-là, qu'on ne leur donne pas les moyens, mais qu'on leur dit par contre, vous ne vous faites pas rémunérer par les plateformes en ligne, parce que sinon, du coup, vous êtes en conflit d'intérêts, et qu'il y a une espèce de vide, parce qu'il faut bien que quand même elles soient rémunérées par quelqu'un. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont en train de se mettre en place, mais on va avoir aussi ce problème de moyens. Et si je peux juste illustrer concrètement, quelques signaleurs de confiance en France, ce serait e-enfance, point de contact. E-enfance et point de contact sont les deux grandes généralistes. La France est le pays qui a désigné le plus de signaleurs de confiance. On en a 10, ce qui est beaucoup. Donc les deux grandes, c'est point de contact et e-enfance. E-enfance, c'est pour toutes les problématiques autour des mineurs. Et point de contact prend toutes les autres problématiques de haine en ligne, images sans consentement, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'adresser à elles. Elles sont en lien en plus avec les services de police qui ensuite peuvent poursuivre, vous savez, OFAC ou la plateforme Pharos. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes à connaître pour conseiller, pour envoyer vers ces acteurs qui quand même facilitent grandement la vie. Et puis après, on a des acteurs un peu plus par secteur, la LICRA, enfin voilà, des acteurs qui sont plus spécialistes de certains types de haine en ligne, mais on a du mal à en susciter. Par exemple, en protection des droits des femmes, nous n'avons pas d'association qui s'est proposée comme signaleur de confiance. Pourtant, des associations, il y en a, et des très bonnes. Mais là encore, elles se heurtent à un problème de moyens, puisque être signaleur de confiance, c'est prendre l'engagement qu'on va recevoir les signalements, être capable de les expertiser pour voir ceux qui ressortent effectivement du manifestement illicite, pour pouvoir demander à la plateforme de les retirer et écarter les autres. Et c'est un énorme travail. C'est plusieurs dizaines de milliers de signalements. Oui, Point de Contact a sorti un rapport d'activité il y a une semaine ou deux, dans lequel on peut voir le nombre de signalements qu'ils ont fait remonter et aussi la dimension genrée qui est assez flagrante dans le type de contenu qu'ils ont signalé. Ousseynou Gueye, je vous pose la même question au niveau à la fois de votre pays, le Sénégal, mais peut-être aussi de la coopération dans tous les pays dans lesquels vous travaillez. Dans quelle mesure est-ce que les pouvoirs publics, mais peut-être aussi le secteur privé, peuvent vous aider? Quelles améliorations, en tout cas, vous aimeriez voir arriver en premier? Comme mes prédécesseurs, je dirais la même chose, qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur ce plan-là. Sur l'accompagnement des victimes, sur la chaîne de réponse, je pense qu'on peut identifier trois dimensions: la prévention, la judiciarisation et l'assistance aux victimes. Sur la prévention, il y a beaucoup à faire. Ce sur quoi aujourd'hui on insiste, c'est d'accompagner nos États à développer des politiques publiques concertées, holistiques, en collaboration avec les acteurs. Souvent, nos États n'ont pas forcément ce réflexe-là de co-construire avec les sociétés civiles, avec notamment les jeunesses des politiques. Et souvent, on a tendance à penser que les réponses sont juste top-down, alors que souvent les réponses, et notamment sur ces questions-là, sont bottom-up, se retrouvent aussi chez les jeunesses, chez les citoyens. Comment on fait en sorte que chaque citoyen soit un acteur de lutte contre les violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Donc ça, c'est plutôt sur la partie prévention, travailler avec les associations, leur donner une place importante, travailler avec les jeunesses, travailler avec les créateurs de contenu, avec les influenceurs, avec les journalistes, avoir des campagnes ciblées. Nous, récemment, on a lancé une campagne qui a duré 3 mois sur ces questions-là, qui nous a permis d'avoir 6 millions de vues, ce qu'on n'a jamais eu dans notre vie. 6 millions de vues sur des vidéos, sur de la campagne de diffusion, sur de la campagne média que nous avons lancée sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu sur la partie prévention. Sur la partie judiciarisation,
Aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays de la région de manière globale, il y a pas mal de politiques de bonne volonté qui sont posées de la part de nos gouvernants qu'il faut saluer, mais il faut très rapidement leur dire qu'il faut aller bien plus loin. Souvent, il y a un gap entre les intentions de bonne volonté et les moyens. Quand on va, par exemple, dans une institution qui a été mise en place au Sénégal, très salutaire, qui est dans deux institutions, c'est la Commission de protection des données personnelles au Sénégal, mais aussi la division spéciale de la cybercriminalité, qui est une division au sein de la police. Donc, quand on va dans toutes ces deux institutions-là, qu'il faut encore une fois saluer, on rencontre deux problèmes. Premier problème, c'est la question de la territorialisation. Toutes ces deux institutions sont basées à Dakar. Pour un pays assez large quand même, où les citoyens, où 75% des citoyens vivent en dehors de la capitale. Et deuxième problème, c'est le problème des moyens, et où moi, le commissaire qui dirige la division de la cybercriminalité m'a dit que je me retrouve avec le parapheur de plainte qui est plein le matin et qui est plein aussi l'après-midi. Or, je n'ai que 5 à 10 éléments de ressources, 10 policiers qui sont dédiés à ces tâches-là et qui se retrouvent complètement submergés par le nombre de plaintes, alors que nous, dans le même temps, on trouve que le nombre de plaintes est complètement sous-estimé parce que beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes ne sont tout simplement pas au courant des mécanismes de signalement et de plaintes qui existent. Donc, il y a beaucoup à faire. Il faut shifter, il faut changer de paradigme, il faut multiplier par 10 les moyens de police, de prévention, de judicialisation sur ces questions-là, de formation des policiers qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas forcément tout le temps les bons réflexes et les bonnes réponses appropriées quand une jeune fille ou une jeune femme se présente devant eux dans les postes de police et de gendarmerie dans la région pour signaler ces types de cas-là. Formation aussi des agents judiciaires, des policiers. Et là, ça me permet de revenir à au troisième maillon de la chaîne qui est, une fois qu'on a judicialisé, qu'est-ce qu'on fait des victimes? Là, c'est la question de l'assistance. Et là, il y a un gros désert aussi dans nos contextes. On a très peu de psychologues spécialisés sur la question, très peu de personnel de santé, de personnel social spécialisé sur ces questions-là, qui sont capables de traiter ces sujets-là. Donc, il y a vraiment, nous, je peux dire, à part quelques intentions de bonne volonté, et des initiatives tantôt concertées entre la société civile et les politiques publiques, on part quasiment de zéro et il y a vraiment un changement de paradigme. Merci beaucoup. Et Eva Villarroel-Pascual, je reviens vers vous aussi. Vous, a priori, la coopération entre pays, c'est quelque chose que la Commission interaméricaine des femmes sait faire. Donc peut-être est-ce qu'il y a encore quelques leçons que vous voulez en partager avec nous, et puis sinon, quelles sont les pistes d'amélioration qui vous semblent essentielles, peut-être les plus urgentes? Thank you again. I'm listening to my colleagues and the interventions before. I think that we share the challenges in every region, right? So how do we work at the Inter-American Commission of Women and at the SECB in particular is that we put we share experience among countries. We have this new regulatory frame that is the model law, but we are also developing together with the countries and bringing the experience from Mexico to Uruguay, and now that Uruguay is forced to go together with them, but also an experience in the Caribbean, in the English-speaking Caribbean, in Grenada, where we met, and also with your happily with your support of Expertise France.
in order to, again, bring the region together. How can a small island from the Caribbean fight against the big platforms? Just as acting as a group, acting with a clear policy cooperation that stronger and makes possible to put those platforms, make those platforms accountable. We also think that is very important co-regulation. States need to regulate, and then we have to have regulation. The private companies need to regulate themselves, right? So establish content moderation for sure, and also be accountable for the algorithms that they have designed. So we have some different new experiences that we try to share among countries, and we can share with you also the framework. So gonna put it, leave it there at the chat, and we can explore also cooperation Je crois. between in Europe, which is very. You cannot hear me anymore. Si, on a bien entendu la fin. En tout cas, j'entends une promotion de la coopération et un message ouvert aux assistants de cette conférence d'aller voir les travaux que mène la commission et potentiellement les rejoindre. Est-ce que vous deux qui avez la chance d'être juste à côté de moi, donc du coup c'est plus simple de vous faire parler, vous avez un dernier mot que vous voulez ajouter pour conclure ce premier échange? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi la question effectivement de la prévention qui est essentielle, l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, le travail sur le consentement. Je pense qu'il faut donner les moyens à mettre en œuvre des actions de prévention auprès des jeunes pour avoir une action à long terme. Et puis aussi la question de la loi cadre, c'est aussi une initiative très importante portée en France par la Fondation de femmes avec des associations expertes. Et je pense que ça fait écho aussi à ce qu'on a évoqué ensemble sur la question de comment, à travers la loi, on doit mieux prendre en compte le volet cyber, mais aussi réfléchir de manière large et globale. Parce qu'aujourd'hui, en France, à la différence, par exemple, de l'Espagne et peut-être d'autres pays, on n'a pas de loi cadre de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est grâce à une loi cadre qu'on peut avoir une approche globale allant de la protection, prévention et la condamnation aussi des agresseurs. Donc il faut vraiment avoir ce type de réflexion globale, systémique et avec cette loi cadre qui peut aussi le permettre. Est-ce que des travaux internationaux comme la Convention d'Istanbul, les adaptations sur justement la dimension numérique des violences de genre, etc., ne peuvent pas servir de cadre? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit au niveau national? Enfin bref, c'est peut-être un débat trop long que je suis en train d'ouvrir. Laurence, est-ce que vous avez un mot supplémentaire pour conclure cette... Pas mieux, je pense qu'effectivement, la base de tout, c'est quand même la sensibilisation, l'éducation qu'on appelle plus aux médias, la citoyenneté, mais peu importe. Enfin, il faut vraiment que dans ce monde nouveau qui est le nôtre et qu'il faut qu'on accepte comme étant le nôtre, on ne soit pas que dans le rejet parce que ça sert absolument à rien, mais dans l'accompagnement. Et là, vraiment, il y a tout le volet, effectivement, éducation, travail avec nos enfants, avec nos pères. C'est un énorme chantier et il ne faut pas avoir peur de le prendre frontalement. Vraiment, je remercie les associations qui sont là pour ça. Je vous remercie toutes et tous. Laurence Péco-Révolier de l'ARCOM, Hussein Nougen de l'association Polaris, Iman Karzavi du Centre Hubertine Auclair et Eva Villarreal Pascual de la Commission interaméricaine des femmes. Nous allons faire une petite pause entre deux tables rondes. Je vous laisse applaudir si vous le souhaitez. On vient de discuter de la mesure dans laquelle le numérique pouvait s'avérer être un problème, renforcer les dynamiques de violence de genre qui existent dans la société.
Mais comme on décrit souvent le numérique comme un pharmacone, c'est-à-dire à la fois un poison et un remède, quand on l'applique dans le domaine des violences de genre, c'est la même chose. Les outils technologiques peuvent parfois servir de solution, peuvent devenir des outils pour lutter contre les violences de genre en général ou celles effectuées en ligne en particulier. Et c'est de ça qu'on va parler là tout de suite, avec à distance Linda Lutala qui travaille au House Finnish Institute of Public Management, Souleymane Ramadan de Iptikar, l'association que vous venez de voir dans un des clips qui vient d'être diffusé, Stéphanie Lamy, cofondatrice de l'association Danaïd.org, et Cathy Excoffier du service RSE de l'entreprise Orange. Et donc je vais commencer tout de suite à distance, comme ça on va voir comment la discussion se passe avec Souleymane Ramadan pour qu'elle nous explique comment fonctionne l'outil qu'elle a lancé, que Iptikar a lancé dans le cadre des travaux du laboratoire de lutte contre les violences de genre en ligne, qui est notamment porté par Expertise France. Donc vous avez construit un outil de modération appuyé sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous décrire son fonctionnement et ce qu'il vise comme type de contenu ? Yes, good afternoon, everyone. Thank you for the organizers of this very important conference, and thank you, Mathilde. My name is Souleymane Ramadan. I'm connected to you from Palestine, and I'm the Chief Executive Officer of Iptikar for Empowerment and Social Entrepreneurship, which is a Palestinian organization based in Bethlehem and working mainly across the southern West Bank. At Iptikar, we work at the intersection of women empowerment, community resilience, and social innovation. In our context, this work is deeply shaped by the realities of prolonged occupation, restrictions on movement, and limited access to services and opportunities. And because of all of this, digital spaces have become essential for Palestinian women and girls, and basically for everyone. Not only for communication and expression, but also for learning, for safety, and in many cases for economic participation. This initiative, which you have just mentioned, Mathilde, and we have just saw the video, the short video of it, was made possible with the support of Expertise France under the Laboratory for Women's Rights Online. And it's an initiative of the French Ministry of the European and Foreign Affairs that you all know. This project, which was titled Empowering Digital Resilience, we worked to strengthen digital safety, legal awareness, and reporting readiness among women and girls in Southwest Bank. Through the course of this project, or over the course of this project, we reached around 200 direct beneficiaries, and we could work with women and girls from very, very much less served areas and communities around this area. And these people have very limited access to structured digital safety, nothing about education and trusted reporting pathways, which our colleagues just mentioned in the previous roundtable. A central part of this work was the development of a mobile digital resilience application that included reporting guidance features and AI-supported moderation component. And this is the essence of the application. The idea behind it was very practical. Women often face online harassment, intimidation, blackmail, and different forms of technology-facilitated abuse, but they do not always know how to document this or know that it is even happening, and how to assess the risk or where to report it. So we wanted to create a tool that is not an abstract, but a very useful one, useful for the real life, and something that supports awareness and guidance and safer responses in the future for these users. When we say AI supported, we mean that the technological component was designed to help detect classifying harmful patterns in digital content, particularly in Arabic language environments, where many global moderation systems unfortunately still perform very poorly. So one of the biggest lessons from this project was that Arabic language moderation is way far from complex. It's more complex, than many people assume. And our team, which had invested really considerable efforts in localizing, testing, and refining the AI functionality,
because there are very limited pre-existing Arabic data sets and dialect variation, makes harmful content much harder to be detected through standard automated systems. In other words, the challenge was not only technological, but also linguistic and contextual. So the tool that you asked about, Mathilde, targets content and interaction patterns linked to online gender-based violence. Basically, we're talking about abusive language, harassment, intimidation, and harmful behavior that silence or endanger women online. But just as important as that, it sets also within a broader model. The project, and based on what I heard also from the previous table, did not only rely on technology alone, because we are convinced it doesn't work alone. We combined with it digital literacy and online safety workshops, legal awareness sessions, and we have coordinated with the Palestinian Authority cybercrime unit so that women could better understand the prevention and reporting pathways in general. And that proved that it is very important on the ground, and participants really consistently valued not only the technical facility knowledge, but also the fact that they were being given concrete and trusted guidance on what to do in cases of abuse. The application itself was fully developed, and after multiple compliances and review cycles, it was approved and published on Google Play, which is Android, while on Apple, the App Store, the review is still ongoing. We have been there for 4 months now. That part of the things that we also, what we learned, that even when a local organization succeeds in bringing a relevant and functional tool, platforms, review processes remain a major barrier and can significantly slow down access and scale. Ok. Merci beaucoup So pour, this is in a nutshell yes. Pour cette présentation. On entend du coup à la fois des problématiques technologiques, des problématiques sociales au sens le plus classique du terme dans le fait de construire ces outils. Et puis vient derrière la question de réussir à faire accepter son application par les magasins d'applications que sont le Google Store et l'App Store, qui viennent remettre une couche de complexité. Mais on pourra certainement revenir sur ce type de problématiques un peu plus tard. Stéphanie Lamy, avec l'association d'Anaïd, vous fournissez des outils technologiques à des acteurs de la société civile, en ce moment en particulier au Tchad et en Syrie. Et quand vous construisez ces outils, vous le faites avec une perspective féministe. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que ça veut dire et en quoi ça donne de l'agentivité aux personnes que ça vient servir, vient aider? Merci Mathilde. C'est allumé? C'est allumé. Alors, pour résumer, en fait, on applique la devise féministe, on se lève et on se casse. Alors, c'était juste pour rajouter un peu, voilà, en sortir du technologique. Notre constat est que pour les acteurs de la société civile en zone de conflit ou complexe, les outils de communication grand public ne sont pas adaptés pour assurer leur sécurité ni de valoriser leur travail. Donc en 2017, avec Félix Plan, on a créé Danaïd pour essayer de trouver des solutions technologiques qui puissent aussi bien protéger, mais également valoriser l'aide informelle qui se crée dans les zones de conflit assez rapidement quand il y a des désastres ou quand il y a des conflits qui éclatent. Alors, on a un outil qui s'appelle P2P-R2P et qui est donc notre construction, notre développement, et on forme aussi la société civile à utiliser Matrix Elements, qui est dans le fait divers, mais auto-hébergé. Donc, ils ont la souveraineté sur leurs données et le contrôle sur l'architecture, qui permet aussi de valoriser et de contrôler comment ces données vont être utilisées par les grosses organisations. Et l'hypothèse est donc que ces grandes organisations et la société civile locale va trouver un partenariat plus égalitaire et non venir, parce que c'est beaucoup ce qu'on entend sur le terrain, c'est les grandes organisations souvent se comportent comme des industries extractives de leurs données et de leur expertise. Donc, je grossis le trait, mais c'est un peu ça.
Donc, on est sur un produit où on co-crée avec toutes les organisations avec lesquelles on travaille, nos partenaires qui sont en fait nos experts et expertes. Et au Tchad, par exemple, on travaille avec le PILC, le Public Interest Law Center, qui est donc mené par les femmes et les hommes, investi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous protégeons donc celles et ceux qui protègent les femmes. En Syrie, on travaille, et d'ailleurs on est très fiers, notre projet pilote en Syrie a été lancé dès la chute de Bachar al-Assad. On a réussi à créer un petit réseau d'avocats qui vont collecter des données et qui vont les transmettre directement en IIIM. On a réussi à infléchir en fait les méthodes de travail d'une organisation onusienne, et je sais que vous dans la salle vous comprenez à quel point ça peut être lourd, hein, voilà. Donc en 3 mois on a réussi à faire infléchir les pratiques pour que toutes les preuves de crimes de guerre puissent être acceptées directement par le IIIM, tout en gardant en fait la souveraineté des données en Syrie auprès des avocats et avocates qui travaillent avec nous. Donc c'était un petit projet pilote qu'on espère maintenant évidemment développer avec toutes les problématiques qu'on peut avoir sur ces zones, que ce soit au Tchad ou en Syrie. Mais on ne désespère pas, et je pense que la question après va être aussi sur les financements, donc je m'arrête là. Alors, on continue le petit tour d'abord de présentation des projets avec Linda Lota-Lutala qui travaille notamment à l'autonomisation des citoyens, en particulier des femmes, en Asie centrale et au Botswana. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment ces initiatives peuvent aider les femmes et les minorités? Et puis, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont réplicables aussi? Est-ce qu'il serait possible de les élargir à plus grande échelle, puisqu'on est encore au début des projets pour l'instant? Thank you so much for the opportunity to be here. Thank you, Mathilde, for the introduction. So my name is Linda Lotta-Luhtala. I work for HOUSE, Finnish Institute of Public Management, as a project manager. And as mentioned here, I work in 2 different projects. So there are 2 EU-funded Team Europe projects focusing on different aspects of digitalization, with a specific focus on women, youth, and other marginalized groups. My other project is called Connectivity for Central Asia. It is really focusing on inclusive digital connectivity. So how we are working to contribute to a safer digital world for women is really with the focus on creating an enabling environment. So for example, under this Connectivity for Central Asia project, HOUSE, my organization, we're focusing on capacity building of civil servants. So what we really do, we're supporting them in making better policies related to digital connectivity. This includes bringing awareness to the gender digital divide, from access and use of digital tools to women being able to also create and develop them, to integrating gender considerations comprehensively in digital policy work, and looking into sharing best practices. The other project I work for is called EU Support to Digital Transformation in Botswana, which is really focusing on supporting the government of Botswana in implementing their Smart But strategy, which is to strengthen digital ecosystems and the public service delivery. What we do under this project, we're focusing on supporting women innovators. So we're creating an enabling environment where women can get the opportunities and skills to develop technological solutions that will serve them. So a couple of examples on that. First being we're supporting hackathons. One of them was specifically focusing on women and youth, and one of the thematic areas being women's safety online. We're currently, this week, we're actually having Botswana's first national open data hackathon, where we're paying specific attention to attracting women and diverse teams, and also looking into how we can incorporate gender data in these challenge statements, allowing innovators to solve problems that are linked to gender equality.
And one more example I really wanted to highlight from the Botswana project is something we're currently piloting, which is called the Digital Business Package for Women. It's a WhatsApp-based AI companion helping women entrepreneurs in accessing relevant resources for them to be able to operate. So it's really a solution that is keeping the women entrepreneurs at the heart of the design process, as well as developed together with those partners on the ground who are directly accessing grassroots women's entrepreneurs. So how this is linked to women's safety is that we know that if we give women skills and opportunities to create tech solutions, they are better equipped to create that sort of tech platforms that are safe and taking their perspectives into consideration. And also we need that policy work to create that enabling environment to address some of the structural barriers that are hindering women from fully benefiting from digital economy. Ouais, donc on revient à la question de donner les capacités aux femmes, en fait, aux utilisatrices de potentiellement participer directement à la construction des outils qu'elles utilisent au quotidien. Cathy Excoffier, depuis la société de télécommunications qui est Orange, la question vous est venue un peu différemment, mais en fait aussi de la même chose depuis les questions de pratique des utilisateurs. Orange s'est vu sollicité par ses clients au fil de la dernière décennie et par ses partenaires divers pour trouver des moyens de lutter contre notamment la cyberviolence, parce que ça passait notamment par les outils que Orange permet de faire fonctionner. Comment est-ce que l'entreprise s'est emparée de ces sujets exactement ? Écoutez, bonjour à toutes et tous. Ça fonctionne. Je ne m'entends pas. Oui, ça fonctionne. Je vais revenir parce qu'on a évoqué des choses dans la table ronde tout à l'heure. 7 femmes sur 10 victimes de cyberviolence en ligne. 58% des jeunes femmes auront eu leur premier sujet de violence en ligne entre 13 et 14 ans. Une jeune fille sur 5 est sollicitée en ligne sur son physique. Donc en fait, voilà, et des chiffres comme ça, malheureusement, il y en a un certain nombre. 58% des enfants entre 13 et 14 ans sont victimes de cyberviolence. Et là, ce n'est pas une question de genre, c'est jeunes garçons et jeunes filles. Et 30% seulement des parents qui ont été sollicités par leurs enfants en déclaratif. Donc le sujet, en fait, chez Orange, depuis plus de 15 ans maintenant, c'est un sujet de en fait, c'est de se dire, voilà, sur les adolescents et les préadolescents, c'est un moment particulier de vulnérabilité où en fait les adolescents vont venir s'inscrire dans un sujet de société, vont vouloir s'intégrer, partager des photos, donc être vulnérables. Et donc ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on a maintenant mis en place des actions de sensibilisation en ayant un principe de se dire, si on met l'enfant au centre, enfin le jeune au centre, l'adolescent, quel est son système éducatif. Donc on a commencé dans le périscolaire avec la Fédération française de foot, maintenant avec le gaming en ligne, puisque les enjeux commençaient déjà aussi dans le sport avec l'image depuis plusieurs années, et on avait des enjeux communs avec la Fédération française de foot, de travailler là-dessus par le sport. Donc là, on sort des outils numériques classiques. Le sujet aussi dans l'éducation, c'est au sein de l'éducation nationale, donc c'est d'aller dispenser des ateliers dans les collèges. Beaucoup de choses ont été faites depuis, mais on était assez pionniers, donc on travaille évidemment avec les rectorats. Et la principale difficulté qu'on va avoir, c'est de comment on touche les parents aujourd'hui, puisqu'en fait, quand on interroge le dernier baromètre qu'on a fait avec la Fondation pour l'enfance, presque 7 parents sur 10 dit avoir mis un contrôle parental sur le téléphone portable de son enfant. Quand on regarde les chiffres chez nous, c'est pas tout à fait la réalité, donc on doit continuer à faire de la pédagogie. On a lancé il y a quelques mois un téléphone, non seulement avec du contrôle parental, mais pour faire du signalement partagé parents-enfants sur les enjeux de contenu choquant, de harcèlement ou de haine. Quand on regarde les chiffres, en fait, les parents ne vont pas au bout du parcours d'installation. Et malheureusement, on a été toute une génération à mettre le téléphone portable et le numérique dans les mains de nos enfants sans se préoccuper de son éducation. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de mettre un enfant dans une voiture sans permis de conduire et sans conduite accompagnée. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait avec le téléphone. Donc malheureusement, on a appris comme ça. Donc voilà. Donc l'enjeu, c'est plutôt de le faire.
On a sensibilisé à peu près quand même 700 000 enfants depuis 2021. On a une ambition de 1 million d'enfants d'ici 2027. On l'a dit tout à l'heure, voilà, je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que quand on regarde l'enjeu et la tâche qu'on a à faire en termes de pédagogie, c'est immense, mais il faut qu'on continue sur ces sujets. C'est important de le faire avec des associations. Donc tout à l'heure, on a parlé d'e-enfance. Le numéro, quand on discute avec des jeunes, c'est le 3018. Donc je le redis parce que c'est important. Ce numéro, même si on fait d'énormes efforts et on accompagne l'association, il est encore méconnu des adolescents, des jeunes et des parents. Donc il faut qu'on continue à faire de la pédagogie. Ça permet de signaler. On l'a dit, signaler, c'est aussi, on a la chance en France d'avoir quand même une loi qui condamne, même si c'est compliqué quand même de faire des démarches, mais qui condamne, c'est 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende sur les infractions. Et donc il faut qu'on continue, il faut amener des preuves pour faire de la pédagogie autour de ces sujets. Voilà, donc on a un énorme travail à faire et on le fait évidemment avec des associations reconnues d'utilité publique, mais aussi, et ce qui est très important, c'est de le faire avec des associations de terrain. Donc c'est une centaine d'associations qui travaillent avec nous partout en France sur ces sujets d'éducation. C'est énorme, c'est un travail, on a parlé de financement tout à l'heure, c'est important que le public, mais aussi le privé, continue à soutenir ces actions de terrain, parce que c'est en allant devant des publics, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, évidemment, pour continuer à faire de la sensibilisation. Voilà, et je vais juste dire un dernier mot, après je m'arrête là. Vraiment, c'est important. On a fait un travail avec l'association e-enfance à la sortie du film TKT qui montre très bien les enjeux d'engrenage sur la violence, et notamment chez les jeunes filles, et qui se termine très mal, puisque la jeune fille dans le film finit par se suicider. On a fait depuis le mois de septembre plus d'une centaine de ciné-débats avec l'association e-enfance, 16 000 enfants, jeunes lycéens sensibilisés. Je voudrais juste dire un témoignage, c'est que dans la salle, on avait des jeunes filles et des garçons, et évidemment, c'est un sujet sur lequel les filles sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus vulnérables, mais les jeunes garçons dans la salle lever la main pour d'autres sujets aussi, mais pour dire c'est important qu'on soit aussi sensibilisé, il ne faut pas l'oublier. Ça commence par un sujet d'éducation, on l'a vu, tout à l'heure vous l'avez dit, c'est une continuité entre la violence faite ailleurs et elle se poursuit en ligne, avec des jeunes. Et ce qui a été fait de former des jeunes, parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, 30% des parents sont informés quand il se passe un sujet, donc les jeunes ne vont pas vers un adulte de confiance, ils s'adressent à leurs copains, à leurs copines, dans leur entourage. Donc c'est extrêmement important que ces jeunes soient aussi sensibilisés et formés pour pouvoir répondre avec les bonnes actions et orienter, ou en tout cas les accompagner. Mais pour former tous ces jeunes et ou pour fabriquer des outils qui peuvent aider de manière très concrète aussi sur le terrain, il y a donc cette fameuse question de financement. Revenons-y, car je sais, Stéphanie Lamy, que vous avez des choses à dire sur la question. En fait, quel est le constat et comment on pourrait améliorer, puisque je crois que le constat a déjà commencé à être dessiné un peu plus tôt, qui est qu'on manque de financement. Et dans quelle mesure, oui, aussi, faut-il des coopérations entre acteurs publics, privés, peut-être, pour soutenir les associations ? Oui, alors plusieurs choses sur la question du financement. Évidemment, dans un contexte international, on est dans un repli de financement assez massif, avec le recul des États-Unis, avec des moyens qui sont redirigés vers des sujets plus dépolitisés que la lutte des droits des femmes, qui est quand même un sujet très politique. Alors, ce que j'aimerais bien, j'entends beaucoup, il y a des financements pour la formation, il y a du financement pour la modération, pour éventuellement faire des nouvelles politiques publiques, pour réguler les algorithmes. Mais on ne va pas réellement à la racine des choses. Peut-être moi je suis plus radicale, on va dire la tech radicale féministe, mais pourquoi pas mettre l'argent sur réimaginer en fait les environnements dans lesquels on navigue. On a un financement massif sur les startups, mais malheureusement quand on est une ONG comme nous et qu'on est agnostique de secteur et de géographie, il n'existe pas d'outils de financement dédiés pour des ONG qui travaillent avec d'autres ONG. Alors, il existe des fonds d'innovation, il existe des fonds pour les startups, il faut avoir un modèle hybride. Mais quand, par choix
éthique, on se soustrait en fait de la monétisation de nos expertises. Comment on fait? Donc c'est là la question que je me pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus de éventuellement acclimater les jeunes à un environnement hostile, protéger les femmes d'un environnement hostile, encore une fois, aussi repenser en fait toute l'architecture dans laquelle on navigue pour vraiment à moyen long terme avoir des environnements qui sont par défaut et par design safe pour les femmes et les minorités. Donc c'est vraiment la question que je me pose. Et donc c'est aussi un appel aux décideurs publics d'éventuellement de repenser les instruments de financement en ce sens-là. Du coup, je reviens presque un peu en arrière en posant cette question, mais Cathy, je sais que vous, en préparant cette table ronde, vous soulignez le besoin de mesurer les retombées des actions de sensibilisation, ou du coup, j'élargis tout de suite à d'autres actions d'aide et de soutien aux victimes de violences de genre. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Et donc, du coup, je suppose que c'est une manière de trouver des financements dans le monde économique tel qu'il fonctionne actuellement. On va faire un mot là-dessus. Alors effectivement, c'est le nerf de la guerre, hein, le financement. Donc, et avec effectivement, alors je m'occupe de la RSE, je m'occupe des enjeux sociétaux, mais je m'occupe aussi des enjeux environnementaux. Et sur l'environnement, en fait, on a la capacité de mesurer des choses d'un point de vue scientifique. Sur le social, c'est plus compliqué. Et donc la question, c'est de se dire, quand on va chercher des financements publics ou privés, la question, c'est quel est l'impact. Donc il faut absolument qu'on arrive à structurer. Et voilà, on fait partie des acteurs où on milite beaucoup pour faire une mesure d'impact social. D'ailleurs, je serai au webinaire demain pour essayer d'embarquer pour une normalisation avec l'AFNOR pour la France, pour regarder ces sujets-là. Parce qu'en fait, dans les actions, il faut savoir mesurer l'impact qu'on peut avoir. C'est compliqué, mais voilà, il y a des acteurs qui réfléchissent là-dessus pour se dire, voilà, on met de l'argent, on met beaucoup d'argent quand même, public et privé sur ces sujets. Et quel est l'impact derrière? Il faut qu'on soit en capacité, même si c'est compliqué à faire, de pouvoir le mesurer en faisant de la sensibilisation, en faisant la prévention, on élimine voilà, des risques. Et donc ça se chiffre. Et quand ça se chiffre, ça plaît mieux voilà, aux gens qui délivrent des fonds. Et je le dis parce que quand nous, on répond aussi à des appels d'offres publiques-privées, et effectivement, de plus en plus, on nous demande des critères de mesure d'impact. Et c'est ce qu'on essaie de construire avec les structures et les associations. Voilà. C'est vrai en France, c'est vrai à l'international. J'entendais le Sénégal tout à l'heure, on est présent dans 26 pays, donc dans 22 pays en Afrique. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec l'AFD ou avec d'autres acteurs, hein, sur des mesures d'impact qui nous sont demandées dans le cadre de financement. Voilà, c'est pas facile, mais il faut qu'on arrive à essayer de regarder sur des sujets ou des thématiques pour arriver à prouver les actions. On le fait très bien sur l'insertion des jeunes. Il faut qu'on arrive à le faire sur des sujets comme ça, sociétaux. Si on était taquin, on pourrait aussi dire qu'il y a beaucoup de financements qui vont dans la tech en général et pas énormément dans divers sujets de société, ce qui donc leur donne un pouvoir financier. Mais Souleymane Ramadan, elle commençait à illustrer tout à l'heure un autre pouvoir qui est le pouvoir technique de bloquer ce qu'ils ont envie de bloquer. Donc je ne sais pas, Souleymane, si vous voulez revenir un peu plus longuement sur les difficultés que vous avez eues peut-être à faire accepter votre application. Et étant donné que de nouveau nous sommes pressés par le temps, si tout de suite aussi vous pouviez nous donner les grandes pistes d'amélioration, enfin d'aide dont vous auriez besoin, ce qui vous paraît le plus important à faire évoluer tout de suite, quoi. Thank you. I'll try to sum this up, and please stop me when I'm exceeding my limit. The challenges we faced were not only technical, but we also faced structural challenges from my point of view. One of on the technical side, developing an AI-supported tool adapted to Arabic language and local dialects is already complex. There are limited data sets, and harmful content can often depend on context, tones, and cultural nuance that are difficult for automated systems already to capture accurately. So we had to do a lot in terms of Arabic language. But beyond that, one of the main challenges is related to platforms, ecosystems, and access.
large technological platforms operate within closed systems, from my point of view, and assessing certain technical features such as integration tools, moderation infrastructure, or data interface is not always something straightforward, and especially for a small NGO like ours, like Ibtikar. In parallel, civil society organizations have raised ongoing concerns about content moderation practices that sometimes, or most of the times, restrict or remove Palestinian content, particularly during periods of heightened political tension. This creates an additional layer of complexity when it comes to the environment here. Finally, one of the most critical challenges we faced was related to the compliance and platform approval processes. Even after endless how to put this, but after successful development of our application, publishing it was not straightforward at all, and it required navigating multiple layers of reviews, repeated adjustments from the platforms, and process that significantly delayed the development and the deployment. And we're talking here about 4 months. The Android version was ultimately approved and published, but the Apple no. And this experience clearly highlights how platforms governance can slow down the implementation of local developed solutions. So overall, the delays were not due to single issue, but rather complications of technical limitations, platform governance, and resource constraints. And one final note, Mathilde, here was related to data sets, because we had really strived to find data sets to train our AI model. And we even had to buy these data sets from some of the platforms to be able to train our model, our AI model, and get an accuracy rate that is over 99%. Thank you. Donc on revient sur la nécessité de transparence. Enfin, du coup, depuis la France et l'Europe, on est chanceux quand même relativement, si je peux le résumer comme ça, parce que des textes comme le DSA dont on a parlé tout à l'heure et plus récemment l'AI Act participent directement à essayer, au moins dans une certaine mesure, de donner un peu de la transparence qui manque quand la société civile essaye de corriger certains outils potentiellement dysfonctionnels. Linda Lotala, vous travaillez outre chez House, vous avez travaillé sur les questions à l'intersection entre genre et technologie au sein d'ONU Femmes Finlande, et vous siégez toujours au conseil d'administration de la Fondation nordique pour les droits numériques et l'égalité. Est-ce que, pareil, pour commencer à donner des pistes d'ouverture, d'amélioration possible, vous pouvez nous dire ce que les pays de l'Union européenne en général, mais peut-être plus particulièrement les pays nordiques, peuvent apporter à leurs partenaires sur ces questions-là, s'il y a des initiatives particulières, pareil, qu'il faudrait connaître? Thank you so much for that question. And just to add on or continue where Sulema was sharing about, so what we're seeing at the moment is that tech companies don't really voluntarily tackle technology facilitated gender-based violence, and the kind of development and trend we're seeing is quite the opposite. The moderation is getting less and less. So how this kind of what is mentioned here for several times already related to the EU legislation, recent legislation on both AI Act, Digital Services Act, as well as the digital dimensions of violence against women directive are really great improvement in this current status, which does look quite gloomy sometimes for us who are following this scene. So what we're doing at Nordref, so the Nordic Digital Rights and Equality Foundation, we have a project called Turning EU Laws into Action. So basically, the key idea is to provide Nordic civil society organizations who directly work with survivors better understanding on how those EU legislation affect
victims of technology-facilitated gender-based violence. So as we know, those legislation texts, they're hundreds of pages long, some of them, and civil society organizations, feminist organizations are often struggling with funding and time as well. So what we are doing with this project is trying to provide them with concrete tools that will enable them to share about the rights of those who have been exposed to technology-facilitated gender-based violence, give concrete tools for them to better inform the survivors about their current rights. And as mentioned here earlier, legislation in itself is not enough. In Finland, we do have a lot of good legislation around to combat technology-facilitated gender-based violence. But even if we see ourselves as champions in gender equality, we still know that there is a huge issue with accountability. So what we know is that digital violence, it is not well recognized in the justice system. It is not even well recognized within the survivors of gender-based violence. So a lot of work needs to be done to support these processes. So we see that civil society organizations have a crucial role both in providing the survivors with the needed information, as well as bridging the gap between these real life experiences of women and the policy making. So what we see is that policymakers often think that the laws are there in place, but in practice, they don't work. Thank you. Merci beaucoup. Cathy Escoffier et Stéphanie Lamy, vous aurez les derniers mots. Est-ce que d'une part, vous voulez ajouter quelque chose et peut-être du coup nous dire, vous, ce dont vous avez besoin tout de suite pour améliorer et pour résoudre la question des violences numériques de genre. En tout cas, pour améliorer, lancer tout de suite vos travaux sur une piste, je ne sais pas si c'est plus efficace serait le meilleur terme, mais enfin, quelque chose qui permettrait de leur faire gagner une nouvelle ampleur. C'est une question compliquée. Je réinsiste à nouveau sur la question de l'éducation et de la sensibilisation. D'abord parce que même si elle touche l'ensemble de la société, elle impacte quand même aussi, elle prend ses racines aussi dans les modalités d'éducation et effectivement elle impacte des classes sociales qui sont peut-être moins aussi favorisées. Donc il faut continuer à travailler sur ces sujets. Donc voilà, donc c'est un, éduquer. Deux, ça veut dire aussi embarquer dans l'éco-conception des produits et des services et de ne pas lâcher là-dessus. Il y a des structures et des associations qui militent pour que ce soit fait. Et on l'a vu tout à l'heure, les sujets autour de l'IA aujourd'hui, 50%, on le sait maintenant, des contenus entraînés par les IA sont produits elles-mêmes par les IA. Donc en fait, c'est important qu'on continue de travailler dessus. Il faut qu'on embarque les filles très tôt sur les métiers du numérique pour qu'elles s'emparent de ces sujets-là. Ça, on l'a dit à l'international, mais ça reste un sujet d'envergure. Moins de 17% des filles dans le numérique aujourd'hui. Et quand on regarde l'entrepreneuriat, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, l'entrepreneuriat dans le numérique en France, c'est moins de 2%. Donc voilà, donc on a, voilà, il ne faut pas qu'on travaille et qu'on lâche là-dessus. Et je pense aussi que dans un contexte de backlash, les entreprises, et on a un certain nombre, à garder la ligne, voilà, sur les enjeux de responsabilité, il faut qu'on le conserve, voilà. Donc, et après, il faut être humble, et je pense qu'on l'a dit, c'est un sujet de coopération de tous les acteurs. Voilà, il ne faut pas lâcher. Alors, je pense qu'on est dans un moment très particulier au niveau de l'histoire, avec deux conflits majeurs et une Europe qui essaye de se dégager et se différencier un petit peu des autres puissances dans le monde. C'est une opportunité aussi pour l'Europe d'éventuellement penser à une souveraineté numérique qui est éthique par design et de financer ces projets-là et ensuite l'exporter sur les autres zones géographiques en tant que soft power européen. C'est les grands plans, c'est pas moi le décideur, mais effectivement, ça ferait plaisir de voir arriver ce genre de réflexion aussi. Donc en gros, enfin,
quand on réfléchit aux technologies au sens large et intégrer directement les dimensions, notamment de genre et de protection des minorités Par design. qu'on vient d'aborder. L'innovation par les marges, en fait. Prendre en compte les besoins les plus vulnérables pour faire le standard, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Il est 15h57. Si quelqu'un a une question, c'est le moment. Et s'il n'y en a pas, je clouerai la table. Mais vous avez quand même le temps de lever la main. Quelqu'un, une personne. Effectivement, en ligne, il n'y en a pas. Ok, on me fait signe. Je vais donc vous laisser tranquille en cette fin de double table ronde. Je vous remercie toutes et tous qui avaient participé aux deux tables rondes et le public ici présent. Je vais vous laisser applaudir dans 2 minutes. Je vous annonce qu'après, je laisse la parole à Tiffaine Cosnier, qui est chef du secrétariat de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, et à Debia Crook, conseillère genre d'Expertise France, qui vous feront un mot de conclusion. Merci à tous et à toutes. Merci. Thank you very much. Thank you. Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de conclure, je vais laisser la parole donc à Tiffaine, parce qu'il nous paraissait important d'avoir un petit regard aussi sur ce qui se passe en France, le cadre normatif français, et aussi que tu puisses nous expliquer un petit peu les dynamiques internationales. Voilà, on revient de la CSW, donc c'est la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui se déroule encore là cette semaine. Donc c'est bien voilà, d'avoir aussi ton regard là-dessus et les pistes d'action que vous avez sur lesquelles vous souhaiteriez travailler bientôt. Voilà, avant que je conclue. Vaste programme, merci. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à Expertise France et bravo aux organisatrices et organisateurs. Merci à la Fondation des femmes aussi de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Et merci aux experts et aux expertes pour la qualité de vos interventions. Donc pour ces quelques mots de conclusion, je serai brève puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. À la délégation aux droits des femmes, nous sommes extrêmement sollicités sur ces sujets par les associations, par les victimes, par les acteurs de terrain, par les acteurs privés aussi. Je voulais vous informer que nous venons de lancer une mission d'information parlementaire sur le coût des violences sexistes et sexuelles, le coût pour la société et le coût pour les victimes, et sur la meilleure façon d'accompagner les victimes. On en a parlé énormément et ça me paraît un sujet absolument crucial. Donc l'idée, c'est d'accompagner les victimes sur toute la durée de la procédure judiciaire et tous leurs besoins en fait. Et par ailleurs, on vient de rendre un rapport parlementaire sur la diplomatie féministe. Et dans les 2 cas, nous avons insisté sur le caractère absolument central des questions numériques. Mais je pense qu'il faut le dire aussi, l'ensemble des pouvoirs publics n'a peut-être pas encore pris, comment le dire poliment, la mesure de l'ampleur de l'impact du numérique sur les droits des femmes et des minorités. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce type d'échange comme nous en avons aujourd'hui. Et j'espère que ces échanges vont se poursuivre. En tout cas, nous, on est à disposition pour continuer à travailler concrètement sur ces sujets et trouver des solutions pour les personnes concernées. Alors, d'abord, où est-ce qu'on en est sur le plan juridique au niveau national ? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important de rappeler qu'on a un arsenal juridique progressivement qui est de plus en plus précis, on va dire, qui est perfectible, mais qui est quand même un peu plus précis qu'auparavant. Donc, depuis 2014, le cyberharcèlement a été explicitement intégré dans le code pénal, ce qui en soi était un progrès. Ensuite, on a une loi en 2018 qui a sanctionné le harcèlement commis en meute, y compris lorsqu'il est organisé en ligne. Et depuis donc, la loi qu'on appelle SREN de mai 2024, qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, on a plusieurs avancées. Donc,
La première, c'est que on ne se contente pas de réprimer davantage, on a défini de nouvelles infractions spécifiques aux cyberviolences sexuelles. On a un nouvel article du Code pénal qui réprime désormais, mais on l'a dit déjà, de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende la diffusion de contenus sexuels non consentis, qu'il s'agisse de montage traditionnel ou de deepfake, et qui est porté à 3 ans et 75 000 € lorsque la diffusion est en ligne. Et la sextorsion qui est commise via un service numérique est quant à elle punie de 7 ans d'emprisonnement. Je pense que c'est toujours bon de le rappeler en fait. Et ces dispositions sont directement applicables, et je les cite parce que dans l'espace francophone, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est un modèle qui peut être éventuellement dupliqué, réutilisé. Bon, je vais y revenir après, tout n'est pas parfait. En fait, la question, c'est maintenant qu'on dispose d'un cadre juridique qui s'est amélioré, comment on fait en sorte qu'il soit appliqué en fait. Je pense que c'est intéressant de souligner aussi que c'est un changement de paradigme, c'est que désormais l'État doit assumer la régulation et ne doit plus la sous-traiter aux plateformes. Donc je pense que c'est très important que pour les acteurs de la société civile que vous êtes, c'est très important de continuer à rappeler ça et à le rappeler aux responsables politiques, que ce soit les parlementaires ou le gouvernement, parce que cette responsabilité incombe à l'État et on doit, nous, en tant que citoyens, y veiller en fait. Enfin, veiller à ce que l'État prenne ses responsabilités. Donc maintenant, où on en est au niveau international, je reviendrai après sur les pistes d'action, ce qui ne convient pas aujourd'hui, dont on est tout à fait conscient, et ce qu'on pourrait ensemble essayer d'améliorer. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je revienne sur tous les textes européens du type Digital Services Act ou la dernière directive de lutte contre les violences, dont l'objectif est vraiment de reconnaître la spécificité des cyberviolences, d'en faire une reconnaissance juridique à l'échelle européenne, mais aussi de montrer que tout ça se produit dans un cadre, on va dire, systémique de violence. J'aimerais juste revenir donc sur la commission sur le statut des femmes à laquelle on a assisté toutes les deux et certains d'entre vous la semaine dernière, où je crois plusieurs constats assez forts se sont imposés. Le premier constat, c'est que beaucoup d'États et d'associations nous disent qu'ils sont aujourd'hui dépassés par la vague de masculinisme et de masculinisme ultra violent, y compris en ligne, et qu'il manque d'outils pour y faire face. La deuxième chose qui, moi, m'a fait une impression très forte, c'est la pression extrêmement forte des mouvements anti-droit, leur structuration à l'échelle internationale, leur financement avec un enjeu extrêmement fort de protection, y compris en ligne, des militants et des militantes pour les droits. Et s'y ajoute une pression américaine très forte et d'autres pays pour que l'Europe renonce à ses ambitions en matière de régulation du numérique. Et là, je pense que sur ce point, il faut tenir bon et même étendre ces outils de régulation à d'autres espaces. Et enfin, j'aimerais noter que ce que nous observons dépasse très largement la seule question des droits des femmes. Que ces violences sont souvent le point d'entrée de mouvements d'extrême droite, ayant un agenda politique très structuré, très financé, extrêmement conservateur et illibéral. Je souligne ici que la France a porté à l'Assemblée générale des Nations unies une résolution sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans l'environnement numérique, qu'on est identifié encore comme l'un des pays qui se bat contre ces violences, mais qu'il faut donner du contenu à ces engagements et continuer de le financer et construire des alliances solides. Voilà, donc ça c'est pour le cadre, on va dire, je vais essayer d'aller rapidement. Une fois que ce cadre est posé, je pense qu'il faut être lucide sur les limites actuelles, que la loi ne suffit pas sans application opérationnelle, et que donc on fait face à des freins structurels comme la viralité des contenus qui dépassent les rythmes judiciaires. N'importe quelle victime de violence en ligne le sait, en fait, que la technologie va beaucoup plus vite
que les procédures judiciaires qui sont beaucoup trop lentes pour diverses raisons. Les plateformes de signalement sont saturées. La responsabilité concrète des plateformes est très difficile à engager, en particulier quand l'hébergement est hors Union européenne. Et je pense que ces limites, elles rendent l'accès à la protection des victimes assez inégales, en plus, selon les moyens des victimes, en fait. Ce qui me permet d'en venir aux pistes d'action sur lesquelles on est en train de travailler collectivement. Donc, comme je l'ai dit, la délégation aux droits des femmes travaille sur ces questions. Je peux vous livrer les pistes d'action sur lesquelles on est en train de travailler. Et je serais d'ailleurs ravie d'échanger avec vous collectivement pour qu'on puisse améliorer soit le cadre juridique, soit son application. Donc le premier point, c'est, enfin, ce qui revient sans cesse chez tous nos interlocuteurs, c'est comment mieux accompagner les victimes. Ça me paraît un enjeu absolument primordial, que ce soit le retrait des contenus, l'accompagnement psychologique, les poursuites judiciaires, mais aussi, et on n'en parle pas assez souvent, l'accompagnement financier, parce qu'être victime de violence, ça coûte cher. Et il faut, je pense, une approche globale, comme toutes les associations, comme toutes les victimes y appellent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai l'impression qu'on en a tous et toutes parlé, c'est comment former, comment renforcer les capacités, comment acculturer, je dirais même jusqu'aux décideurs publics, en fait. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, je m'adresse ici, là, à tous ceux qui travaillent sur le sujet, que ce soit les opérateurs de l'État ou bien les associations. Je pense que sans cette acculturation, y compris des décideurs politiques, c'est très difficile d'agir vite et juste. Donc il faut vraiment développer l'expertise, y compris des politiques sur ces sujets, parce qu'en fait, certains ne maîtrisent pas assez bien les sujets pour pouvoir agir, en fait. Tout à fait. Ou sous-estiment l'importance du sujet. Je suis assez d'accord. Troisième point, c'est comment, bon ça je ne vais pas trop revenir dessus, mais tout le monde en a parlé aussi, c'est comment mieux éduquer, sensibiliser les jeunes. Donc la délégation aux droits des femmes, on est très engagé sur ces sujets. On a beaucoup milité pour que les séances d'EVARS soient réellement mises en œuvre à partir de cette année. Et globalement, pour qu'il y ait des moyens concrets pour l'éducation des jeunes. Donc ça, c'est un combat qui continue. Troisième point, comment on œuvre à la responsabilisation effective des plateformes. Comment on passe du cadre juridique à une mise en œuvre concrète. Je pense que là-dessus, il y a énormément à faire. Et dernier point, comment on garantit des moyens renforcés pour les services publics, les associations. Et ce combat est mené par la délégation lors de tous les projets de loi de finances et on continuera à le faire. Mais je pense que là-dessus, la mobilisation collective est extrêmement importante. Et donc, pour conclure, je dirais que il me semble extrêmement important de rappeler que la régulation de l'espace numérique et la lutte contre les cyberviolences, c'est pas du tout une question technique. C'est une question qui est hyper sociétale et démocratique, parce que quand les femmes quittent les réseaux sociaux par peur du harcèlement, c'est le débat public qui s'appauvrit. Et quand les jeunes sont exposés à des contenus très violents, ça a un impact sur la société tout entière. Et je pense profondément que nous avons besoin de mieux travailler ensemble, Parlement, gouvernement, société civile, associations, entreprises, experts. En tout cas, nous, à la délégation aux droits des femmes, on est à votre disposition pour essayer d'améliorer non seulement le cadre juridique, mais surtout l'application effective de la loi. Merci. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci. Alors, très rapidement, donc je vais, avant de conclure, tout d'abord remercier les intervenants et intervenantes pour la qualité des échanges. Remercier également Mathilde pour l'animation, la modération. C'est toujours un exercice qui est jamais simple. Donc merci beaucoup et remercier également les partenaires, l'équipe de la communication Expertise France qui a vraiment œuvré, Annabelle et Camille, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est vraiment lourd, donc merci beaucoup à vous. C'est très important, merci vraiment. Ensuite, bien entendu, nos partenaires, le public ici présent, parce que vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses, donc merci d'être venus. On voit que c'est un sujet qui nous touche toutes et tous,
qui nous concernent, y compris en tant qu'individus. Voilà. Donc, ce que nous avons entendu, c'est plutôt très clair. Les violences basées sur le genre facilitées par la technologie, elles ne sont pas invisibles, mais elles ne sont pas inévitables. Elles sont le reflet de nos sociétés, de nos choix, c'est ce que tu as très bien dit. Et elles peuvent clairement être combattues, mais collectivement. Donc on a entendu, je vais essayer de résumer, on a 3 leviers d'action, si je pourrais dire. Collectivement pour coopérer. Pourquoi? Parce que les violences, elles dépassent très clairement les frontières, on le voit bien. Pour réguler, afin de responsabiliser les acteurs, quels qu'ils soient, et pour innover également, faire du numérique un espace sûr, de protection et surtout d'émancipation. C'est un vrai outil qui, mis entre de mauvaises mains, on voit bien les dégâts que ça peut faire. Donc tout dépend de nos choix, de notre responsabilité à chacun et chacune. Tu l'as très bien dit, hein, partenaires, entreprises, sociétés civiles, opérateurs comme Expertise France, le groupe AFD qui est aussi très mobilisé là-dessus, pour construire cet espace sûr. Donc, je vais terminer très simplement. Un espace numérique sûr, ce n'est pas un acquis, c'est une construction collective. Donc, merci encore à toutes et tous de vous être mobilisés aujourd'hui pour cet événement. Donc, voilà, maintenant, il y a une pause café. Merci encore.